Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet joyeux. Non, absolument pas, nous allons parler de totalitarisme et des liens du totalitarisme avec la Première Guerre mondiale. Donc là aussi un sujet très joyeux. En effet, les totalitarismes se sont tous déclenchés et apparus après la Première Guerre mondiale. Donc on peut se demander, est-ce que c'est la Première Guerre mondiale qui les a causés, ou est-ce que pas du tout, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? En réalité, oui, il y a un lien avec la Première Guerre mondiale. Déjà, la Première Guerre mondiale, ça a été un moment où une violence extrême sans précédent s'est déclarée, et sans précédent pas forcément dans l'ampleur de la violence elle-même, mais dans l'ampleur des personnes touchées. Il y a eu 70 millions de soldats mobilisés durant la guerre. La moitié est morte ou blessée. 10 millions de morts, 25 millions de blessés, à peu près. Beaucoup ont été mutilés, beaucoup d'invalides à vie, et en plus beaucoup de gens traumatisés. Que tu aies été blessé ou pas, l'expérience du front t'en sort rarement indemne. Ce traumatisme et cette culture de guerre qui s'est créée, cette brutalisation des sociétés, va impacter la population. Ça va cultiver toute une culture de guerre, toute une culture de considérer l'autre comme un ennemi à éliminer, déshumaniser. C'est une habitude à la violence qui se manifeste aussi et qui va se retrouver dans les sociétés totalitaires. Mais également, c'est aussi un sentiment de solidarité et de fraternité entre anciens combattants, puisque cette solidarité qu'il y avait dans les tranchées entre combattants du même camp va continuer de s'exercer, et ça va être également un élément important pour les régimes nazis et fascistes. C'est à la fois un ennemi extérieur à éliminer et une fraternité du même peuple, une fraternité de combattants. Fraternité qui permet de justifier le fait que tout le monde doit être uni derrière le chef. Hein, c'est un peu le pseudo-unité de la nation. Unité de la nation, d'ailleurs, une personne qui se prétend être l'incarnation de la nation, que ce soit le Duce ou le Führer. La Première Guerre mondiale a aussi impacté les civils. Ça a été une guerre totale. Déjà, ça a impacté par l'idée que l'ensemble de la société devait s'engager pour la survie de l'État. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va se trouver dans le totalitarisme, l'idée d'un État total auquel la société doit être totalement acquise et totalement soumise. C'est des choses qui pouvaient se retrouver dans les sociétés de la Première Guerre mondiale. Tous les éléments de propagande aussi. Ça aussi, c'est présent. La propagande existait déjà avant, mais elle va prendre une grande ampleur durant la Première Guerre mondiale, de nouvelles méthodes de propagande vont se développer, et ça pourrait être repris par les sociétés totalitaires qui vont l'exacerber. Également, toute cette mentalité de considérer l'autre comme un ennemi à éliminer, déshumaniser, ça va toucher aussi les civils par la propagande. Et ça va aussi poser des graines dans les sociétés d'après-guerre. Maintenant que nous avons vu un peu cet aspect général, voyons un peu rapidement pour les trois principaux totalitarismes des années 20 à 1940, ceux que nous avons étudiés en cours, donc l'URSS de Staline, le régime mussolinien et le régime nazi d'Adolf Hitler. En URSS, c'est un pays où la violence politique était fortement présente. Sous le tsar, il y avait une répression des opposants, il y avait des camps de prisonniers qui existaient déjà avant. Plusieurs responsables de la révolution russe sont passés par des camps de prisonniers, ont été arrêtés. Voilà, il y a une violence politique qui s'exerce dans ce pays. Donc déjà, ça pose certaines bases. Mais ce qui va faire tomber le régime tsariste, c'est la Première Guerre mondiale. Bon, il était déjà contesté avant, mais la Première Guerre mondiale va l'achever et va le faire tomber comme un fruit mûr. Après, ça va être un gouvernement bourgeois qui va s'installer en février 1917, mais celui-ci n'arrivera pas à faire face aux difficultés causées par la guerre et aux difficultés structurelles de l'Empire russe, c'est-à-dire situation économique difficile, industrialisation limitée, paysannerie pauvre, disette et famine qui sont déjà présentes. Ce gouvernement du coup est contesté et finalement renversé par les bolcheviks qui prennent le pouvoir. On voit que là aussi la prise au pouvoir des bolcheviks déjà vient de la guerre en grande partie. Et certes ils vont mettre fin à la Première Guerre mondiale, mais ça ne mettra pas fin à tout conflit pour eux, puisqu'ils vont devoir faire face à la guerre civile, aux guerres extérieures, puisque la France, la Grande-Bretagne, les Ottomans, les Japonais vont entrer en guerre contre eux, et ils vont devoir réussir à effectuer une transition économique, en installant le socialisme dans un pays qui était encore sur un système économique assez en retard par rapport aux autres pays. Également une transition démocratique, puisque c'est un pays qui est historiquement depuis très longtemps une autocratie où le tsar a tous les pouvoirs. Certes, en février, la tentative d'instaurer une démocratie bourgeoise, mais c'était complètement embryonnaire, il n'y avait aucune tradition démocratique, et comme on l'a vu dans d'autres exemples, par exemple en France, le passage à un système monarchique et un système démocratique, ça ne se fait pas facilement. Donc, les bolcheviks vont échouer à le faire. Et dans tout ce chaos de guerre civile et aussi de tensions internes entre révolutionnaires, et dans un climat de violence politique déjà présent depuis longtemps, Staline va réussir à imposer son pouvoir, trahir les idéaux communistes et instaurer une dictature totalitaire. Ainsi, si en URSS, la Première Guerre mondiale n'a pas directement amené le système totalitaire, mais il a posé des bases sur lesquelles le processus a pu se poursuivre. En Italie, le lien est fort aussi, très fort, puisque globalement, l'un des éléments principaux qui sera mis en avant par la propagande de Mussolini, c'est le non-respect des engagements des Alliés vis-à-vis de l'Italie. L'Italie était à la base alliée à l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, mais n'avait pas décidé d'entrer en guerre en 1914. C'est en 1915 qu'elle décide d'entrer en guerre, mais aux côtés des Alliés. Elle trahit ses anciens alliés en échange d'engagements. Et ces engagements contenaient par exemple le fait que certaines terres autrichiennes, les terres irrédentes, devaient aller à l'Italie. Des terres que l'Italie réclamait depuis longtemps à l'Empire austro-hongrois. Mais ces promesses ne seront que partiellement tenues. Donc il va y avoir une certaine rancœur qui va exister dans la population italienne vis-à-vis des Alliés,
l'idée que c'est une victoire mutilée. L'Italie a gagné, mais n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir. En tout cas dans la propagande et dans l'idée de certains Italiens. Donc ça va être beaucoup mis en avant par Mussolini, par son parti qui est composé de beaucoup d'anciens combattants. Mussolini lui-même est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Donc des gens qui ont été exposés à cette brutalisation, des gens qui sont aussi pour certains encore armés par les armes qu'ils avaient pendant la Première Guerre mondiale. Ça aussi c'est un élément, c'est que beaucoup de gens ont encore des armes et ont appris à s'en servir. Donc ça aussi, ça va contribuer à la violence forte qui va s'exercer par la suite. Et ça, ajouté à la peur de la révolution, qui est présente en Italie, il y a une forte agitation sociale en Italie, et l'Europe est à ce moment-là fortement agitée socialement. On est encore sur les répercussions de la révolution russe et des effets de la Première Guerre mondiale qui ont affaibli le système capitaliste. Donc là aussi, la Première Guerre mondiale a déstabilisé le système capitaliste, la domination bourgeoise, il y a des mouvements sociaux importants, et ça fait peur, et donc ça pousse la bourgeoisie, le patronat, à soutenir Mussolini contre le risque d'une révolution communiste. Et ce qui va donc permettre finalement à Mussolini de prendre le pouvoir en s'appuyant sur ces deux éléments-là. Essentiellement, il y en a d'autres, mais c'est 2 points principaux qui amènent Mussolini au pouvoir. 2 points qui viennent en grande partie de la Première Guerre mondiale. On peut également rajouter que la situation sociale de l'Italie était difficile puisqu'il fallait réintégrer, réhabiliter ces anciens soldats, qui, comme on l'a dit, sont armés et beaucoup traumatisés par la guerre. En plus, il faut leur redonner du travail dans l'Italie où la situation sociale était déjà difficile avant la guerre. Donc là aussi, ça aide pas. Et en plus, vu les coûts de la guerre, ça va aussi beaucoup ruiner l'économie italienne. Là aussi, c'est clairement l'impact de la guerre qui a clairement fragilisé la démocratie italienne. En Allemagne, le lien peut paraître plus distant, puisque le parti nazi n'a pris le pouvoir qu'en 1933, 15 ans après la fin de la guerre. Mais le lien est quand même présent. Déjà, Hitler et beaucoup de membres du NSDAP sont des anciens combattants. Beaucoup de gens sont d'anciens combattants, mais voilà, il a un certain succès parmi les anciens combattants. Là aussi, c'est un lien avec la Première Guerre mondiale. Mais il faut aussi également ne pas oublier que Hitler s'appuie grandement sur le fort ressentiment provoqué par le traité de Versailles et ses clauses, dures et humiliantes pour l'Allemagne, ainsi que sur la politique française des années suivantes, par exemple l'occupation de la Ruhr en 1923, occupation pendant laquelle Hitler va devoir faire son premier coup d'État, enfin son tentative de coup d'État, le putsch de la brasserie. Donc on voit que c'est cette politique-là qui est issue de la Première Guerre mondiale qui sert de justificatif en partie aux idées nazies. Pas que, il y a l'antisémitisme qui est un pilier très important, mais ça, c'est un autre pilier quand même qui est non négligeable. Et il va également s'appuyer sur l'idée que les politiques ont trahi l'armée, qu'elle n'aurait pas dû perdre, que c'était une victoire volée. Il y a eu la victoire mutilée des Italiens et là la victoire volée de l'Allemagne. Quant à la République de Wehrmacht, elle est jugée coupable de trahison envers la nation, en ayant accepté la clause humiliante du traité de Versailles. D'ailleurs, il faut savoir que la République, à ce moment-là, avait envisagé de reprendre la guerre, lorsque le traité de Versailles a été proposé, parce qu'il paraissait bien trop humiliant. Mais finalement, elle y a renoncé, et elle est fortement critiquée pour ça. Donc on voit bien que la Première Guerre mondiale a en partie amené le régime nazi, et qu'il est fortement utilisé par ces deux totalitarismes d'extrême droite, que sont le fascisme et le nazisme, dans leur propagande. Si pour conclure, on peut voir que les trois régimes totalitaires principaux des années 20 et 40 sont nés en partie des suites de la Première Guerre mondiale. Mais si, évidemment, il y a d'autres causes. Des sociétés déjà violentes, fortes tensions sociales et politiques, des tensions ethniques, des pays qui sont encore récents dans leur unité. L'Allemagne et l'Italie, c'est des pays qui sont encore tout jeunes à ce moment-là. Des problèmes de crise économique, de famine, de crise politique. La peur de l'extension communiste aussi qui va jouer en Allemagne et en Italie. Mais on voit que la Première Guerre mondiale a beaucoup joué à déstabiliser encore plus ces sociétés et à y poser les graines qui ont amené au totalitarisme finalement, même si ce n'est pas un automatisme. Il y a des pays qui étaient aussi assez fragiles, les pays d'Europe de l'Est qui étaient tout récents, qui ont été impactés par la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas plongé forcément dans le totalitarisme. Même si on voit beaucoup de régimes autoritaires pendant la période des années 20 à 40. Tous n'ont pas été totalitaires, mais voilà, il y a eu la Grèce, il y a eu la Pologne, il y a eu également l'Espagne, plus tard, qui ont eu des régimes autoritaires, non totalitaires, mais avec des points communs. Ces effets également de la Première Guerre mondiale peuvent prendre du temps à aboutir au totalitarisme. En URSS, ce n'est qu'à partir de 1928 qu'on est vraiment dans un régime totalitaire, quand Staline prend les pleins pouvoirs. En Allemagne, c'est qu'à partir de 1933 que les nazis arrivent au pouvoir, et il faut quelques mois, un peu encore, donc on peut dire au début 1934 que c'est un régime vraiment totalitaire. Et en Allemagne, au final, c'est plutôt la crise de 29 qui a achevé d'amener le totalitarisme au pouvoir, en plongeant le pays déjà fragilisé par le traité de Versailles. Donc la Première Guerre mondiale avait posé les bases qui ont fait que la crise de 29 a été aussi dévastatrice. Mais la crise de 29 a plongé le pays dans une profonde crise économique avec des millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs en 1932, plus 8 millions d'Allemands à temps partiel. C'était vraiment une situation terrible. Et c'est à partir de ce moment-là que le parti nazi a connu une très forte explosion politique. Et on a connu une première au début des années 20 qui s'est arrêtée en 1923. À partir de 1929, son ascension vers le pouvoir va se déclencher. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également partager la vidéo, ça aussi, ça aide beaucoup. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.